Bonsoir et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait en partenariat avec Radio Lodève et la médiathèque Confluence qui nous accueille aujourd'hui. Vous êtes ingénieur agronome pour finalement vous reconvertir dans les joies du milieu associatif lodévois. Après une formation de correctrice que vous avez validée, vous exercez votre exigence aux mots des textes que l'on vous confie. Marie Nicot, bonjour. Votre rôle consiste non seulement à rechercher et relever les fautes d'orthographe de grammaire, mais aussi les erreurs typographiques et syntaxiques. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'effectue et quelles sont les erreurs les plus fréquentes ? Donc bonjour à tous, je reprends juste ça. Donc je vais faire rapidement une présentation de ce qu'est le métier de lecteur-correcteur, mais ensuite tous les exemples seront illustrés avec ce livre qui me tient à cœur, qui est notre vision de la libération. Donc déjà, la première étape du lecteur-correcteur, c'est très basique, c'est en 3 parties. On appelle ça ortho, typo, unification. Ortho, c'est orthographe, la grammaire, donc la conjugaison, les accords. Typographie, c'est aussi très très important, c'est tout ce qui est la ponctuation, mais aussi les guillemets, les tirets. Et ensuite, la troisième chose, c'est unification. Donc en fait, la langue française, elle est à la fois très sérieuse, très carrée, mais elle laisse aussi beaucoup de possibilités. Des mots peuvent s'écrire de plusieurs façons. Et ce qui est important, par contre, c'est quand on a décidé de l'écriture d'un mot en début d'un texte, on va rechercher tout le long du texte ce mot-ci pour que ça soit toujours le même. C'est ce qu'on appelle l'unification. Donc ça, c'est de base. Si je corrige un texte de base, c'est ça, ortho, typo, uni. Alors j'imagine qu'il y a différents niveaux de correction qui dépendent de la demande de l'interlocuteur et surtout du type de texte. Qu'en est-il réellement dans la pratique ? Alors de nouveau, quand on me demande si je veux corriger un texte, je demande un extrait de ce texte, une dizaine de pages, et je vois si en ortho, typo, uni, ça va aller, parce que c'est pas le même prix en fait. Entre cette première correction qui est basique et en plus vous avez tous un correcteur sur vos textes. Moi j'ai un correcteur professionnel qui s'appelle Antidote et donc cette partie elle est relativement facile. Bon, le souci d'Antidote c'est qu'il est tellement performant, c'est qu'il soulève énormément de questions et au lieu de faire accepter tout, je suis obligée de tout pointer parce qu'une fois sur 10 il interprète de façon trop précise, trop sérieuse alors que l'auteur a voulu dire autre chose. Donc, j'ai l'extrait. Alors, de temps en temps, l'extrait, je vois qu'il y a quand même beaucoup de fautes de syntaxe, qu'il y a des fautes, peut-être des précisions, des références. Et je propose un deuxième type de correction, qui est la vérification, voire la réécriture. Mais bon, après, c'est l'auteur qui décide, c'est peut-être pas le même prix. Et quand c'est vraiment très, très mal écrit, que je me dis, soit ça va lui coûter très, très, très cher, soit on va pas aller jusqu'au bout et j'ai pas envie d'avoir un texte mal corrigé parce que je me sens quand même responsable. Et à ce moment-là, oui, tout à fait. On est beaucoup de lecteurs-correcteurs et de lectrices-correctrices, bien sûr, à refuser certaines corrections. Alors, au-delà de la correction qui concerne essentiellement la forme du texte, la demande peut-elle aussi s'étendre au fond, c'est-à-dire par exemple à la vérification de la justesse des citations, par exemple ? Alors justement, ça peut être donc dans un deuxième temps un gros travail de vérification. Des dates, des lieux, pareil, je vous illustrerai certaines vérifications. Donc c'est un travail qui est important, qui est intéressant, qui prend beaucoup de temps mais qui est très intéressant. Alors ensuite, donc il peut y avoir de la réécriture. Puis après, on peut se faire plaisir aussi en tant que lecteur ou correcteur, parce qu'en fait, on joue avec les mots en permanence sur tout ce qui est pléonasme, ce qui est barbarisme, ce qui est anglicisme. Mais en même temps, l'auteur aussi, il y a des livres dans lesquels il y a plein d'anglicismes et c'est fait exprès, ça fait partie du style de l'auteur. Donc il nous faut comprendre un peu le style de l'auteur et nous adapter dans cette recherche de diverses choses et de vérification. Et donc pour vous, le rôle de relectrice, correctrice, doit répondre à quel type de demande ou de critères ? Alors, c'est là où moi, j'ai apprécié rentrer dans ce travail parce que je me sens une facilitatrice entre l'auteur, l'autrice et le lecteur, la lectrice. Donc l'auteur, il est dans son rôle d'auteur, mais surtout il est dans ce qu'il veut faire passer, dans son histoire, dans ses termes, dans sa façon de parler. Et le fond pour lui est très important. Et résultat, même si c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien le français, l'orthographe, il est trop plongé. Donc il écrit, puis même s'il relit, les 4 premiers mots il va les lire pour les corriger, puis le 5e mot il va se dire ah mais zut, j'aurais peut-être pas dû dire comme ça, et il va repartir dans le fond. Ça c'est vraiment la problématique de l'auteur. Même moi quand j'écris un mail, je m'aperçois que j'ai écrit avec 2-3 fautes dedans. C'est parce que j'ai l'habitude de me relire d'une certaine façon que je les corrige. Donc ça, c'est l'auteur. Et donc l'auteur a vraiment le droit de dire tout ce qu'il veut et de la façon dont il veut le dire. Par contre, de l'autre côté, il y a le lecteur.
Et le lecteur aussi, c'est important. Qu'il arrive à lire, qu'il arrive à comprendre, qu'il prenne du plaisir à lire. Alors quand je dis prendre du plaisir, ça peut être un texte compliqué, ardu, un texte de philosophie. Le mot plaisir, il n'est pas juste de lire des niaiseries, enfin, je veux dire, mais au moins prendre plaisir à lire la chose. Et donc tous, enfin dans très très peu, donc moi je suis une des exceptions, c'est pour ça que je suis là, mais on fait tous de la lecture globale en fait. C'est-à-dire que quand vous lisez une phrase, vous lisez très vite, mot à mot, vous passez très très vite, et en fait, s'il manquait une lettre dans un des mots, ben, vous avez très très peu de chances de vous en apercevoir, et vous allez pour autant comprendre le mot. Pour autant, votre cerveau, c'est un petit peu comme un petit caillou dans une chaussure. Votre cerveau, il a enregistré qu'il y avait un petit truc. Et s'il y en a trop, ben, ça va freiner votre lecture globale, ça va freiner votre compréhension. Donc nous, les correcteurs, on est là, donc de nouveau, pour faciliter la lecture, pour fluidifier la lecture. Donc là, c'est surtout la première partie, ortho, typo, unification. Et au niveau des vérifications, tout ce qu'on fait en vérification, en réécriture, en syntaxe, c'est de nouveau pour qu'il y ait une cohérence en ce que l'auteur veut dire et ce que le lecteur va lire. Un petit exemple assez basique, l'auteur va commencer à parler de la cousine Valérie. Et pendant ces 3 mois, 6 mois, 9 mois d'écriture de son roman, il a sa cousine Valérie. Puis il croise quelqu'un qui lui dit « Ah, Valérie, non, appelle-la Sophie ». Et en fait, il va corriger une grosse partie des Sophie, mais il va en oublier un ou deux. Et moi, je lis tellement en me posant la question si tout est cohérent, parce qu'en fait, je m'appelle relectrice. Notre métier, c'est lecteur-correcteur, mais moi, je me dis relectrice parce que je relis. Et en fait, en relisant, d'un coup, je vois une Valérie, je dis tiens, est-ce que c'est une autre cousine ? Donc je relis la phrase, le paragraphe, je dis bah non, c'est la même cousine quoi. Et hop, et je pointe ça. Alors que vous, en tant que lecteur, justement, sauf que vous allez vous poser la question juste un tout petit moment. Tiens, il y a une autre cousine. Non, moi je fais plus que me poser la question. Voilà, donc c'est pareil dans l'unification. Par exemple, le prénom Mathieu, il y a une fois avec un T, une fois avec 2 T. Et ben, est-ce qu'on parle du même Mathieu ? Est-ce que c'est en fait une rapidité d'écriture parce que vraiment l'auteur il n'est pas là-dedans, mais moi c'est bien le principe. Alors je recherche tout ça, je vais rechercher tout ce qu'on appelait toutes les occurrences de Mathieu et je vais voir avec un T, avec 2 T pour savoir s'il y a 2 personnages ou s'il y en a qu'un. Et donc de niveau unifié. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé de mon boulot et de la façon dont je le perçois. Et donc on va passer à des exemples concrets. Car vient de paraître aux éditions La Guillotine le livre de Ramzi Baroud et de Ilan Pappé, Notre vision pour la libération, sous-titré Des personnalités palestiniennes s'expriment. Tout d'abord, comment êtes-vous arrivé à travailler sur un projet de cet ordre ? Et ensuite, comment se construit la relation entre les 3 personnages clés de la construction d'un livre, que sont l'auteur ou l'autrice, l'éditeur ou l'éditrice, et bien sûr le correcteur, ou en l'occurrence vous, la correctrice. Alors juste un petit historique. Donc j'ai bien fait une reconversion. Je remercie quelques personnes dans la salle qui m'ont aidé dans ce passage. Et cette reconversion, en fait, j'ai fait une formation et j'ai fait une certification niveau expert. Par contre, il n'y a pas très longtemps de tout ça, et mon CV, bien qu'il soit très correct, je n'avais pas d'expérience. Et c'est difficile de trouver du boulot. Donc, dans ma formation, on nous avait prévenus, et on avait dit, éventuellement, faites un peu du bénévolat autour de vous. Alors, la grande phrase, c'est du bénévolat, mais pas à n'importe quel prix. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, c'est du bénévolat pour des choses qui vous tiennent à cœur, pour des voisins, pour des amis, pour de l'associatif, pour un engagement politique. Et donc, j'ai commencé par pleurnicher, je vais dire, à droite à gauche, je n'arrive pas à trouver du boulot. Et alors, lui, il me vous voit, c'est très sympa, hein. Mais moi, je dis, c'est grâce à toi, Steph, qui m'a commencé à me proposer à corriger des articles de C'est le Mag, ce petit magazine culturel que vous voyez tous passer. Donc, je l'ai pris avec distance en lui demandant, voilà, il faudrait corriger ci. Enfin, j'ai commencé un petit peu. Ça allait pas mal. Et puis, je pense que la façon dont je corrigeais a plu à Steph et à l'équipe de la librairie. Et un jour, Steph a vu passer une annonce par la librairie et il m'a dit, tiens, allez, jette-toi à l'eau. Et donc, cette annonce, c'est donc sur ce livre, que vous le voyez tous, hein, pardon. Ce livre, en fait, il a été écrit en 2021. Suite à la 3e intifada, nous reviendrons tout à l'heure
je parle par exemple pour des personnes très spécialisées sur qu'est-ce que la troisième intifada, on l'expliquera. Mais donc ce livre, en 2021, il y a 2 personnes, Ramzi Baroud, un Palestinien, et Ilan Papé, un Israélien, qui ont souhaité avoir une vision de 30 personnalités, enfin 28 parce qu'il y a eux 2, de 30 personnalités sur qu'est-ce que c'est que la Palestine, qu'est-ce que c'est qu'un Palestinien, et où est-ce qu'on va dans notre Palestine d'aujourd'hui. Surtout que la Palestine, théoriquement, n'existe pas. Hein. Enfin, le nom Palestine, le pays Palestine. Et donc, en 2021, il a récupéré ces 28 personnalités. Ils ont écrit un bouquin qui est sorti en 2022. Certaines ont écrit en arabe, d'autres en anglais. Il est sorti en anglais en 2022. Et puis, en 2023, il y a eu l'attaque du Hamas, appelons un chat, hein, l'attaque du Hamas en octobre 2023, et la réaction, la riposte israélienne, totalement démesurée, on peut pareil appeler un chat. Et donc il y a un collectif de personnes en France, vu l'information que nous avons dans les médias, il n'y a pas de mésinformation. On sait ce qu'il se passe à Gaza et on sait ce qui se passe en Israël. Par contre, on entend beaucoup de voix israéliennes et à Gaza, les journalistes sont interdits. Ce qui, politiquement, ça nous paraît complètement fou. Et donc, il y a eu un collectif en France qui a dit nous aussi, on voudrait être informés de ce que pensent les Palestiniens et qui ont fait passer ce collectif à interpeller les éditions La Guillotine, les éditions qui tranchent. Et donc, ils ont dit on va récupérer ce livre de 2022 et on va le traduire en français. Par contre, les éditions La Guillotine, une toute petite édition qui est engagée politiquement, et ils ont fait passer des messages dans les librairies. Ils cherchaient des traducteurs bénévoles. Et donc Steph m'a dit tu sais quoi, écris-leur et dis que toi, tu es lectrice correctrice bénévole. J'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai écrit. Ils m'ont envoyé un petit extrait. Waouh! Alors pareil, je dois aussi remercier quelqu'un qui est dans la salle. Quelques mois avant, j'avais vu un film qui a été projeté à l'ODEM, un documentaire qui s'appelle Yala Gaza. Et jusque-là, moi j'avais une image, excusez-moi de la caricature, mais ça permettra après d'expliquer beaucoup mieux le livre. J'avais une image du Palestinien trentenaire, Kalachnikov, une image de la Palestinienne relativement voilée et pleurant, soit sur le précédent, soit sur sa maison détruite, soit sur sa famille décimée, et une image de gamin dépenaillé courant dans des ruines. Donc je pense que ça vous parle, parce que quand même depuis quelques mois, c'est toujours ces images-là qu'on a. Et quand j'ai vu ce documentaire Yala Gaza, j'ai vu des Palestiniens rire, j'ai vu des Palestiniens qui avaient des projets de vie, qui avaient des projets d'avenir, qui avaient des envies d'éducation, qui passaient le bac, qui allaient faire des études. J'ai vu des Palestiniens qui voulaient faire des études d'infirmiers, de médecins, qui voulaient soigner. J'ai vu des femmes qui faisaient des études. Et j'étais scotchée. J'ai appris la danse, le dagbé. Enfin, quand j'ai appris qu'il existait le dagbé, la danse, je les ai vus danser. Je trouvais cette danse magnifique. Hommes et femmes et tout ça. Et quand j'ai reçu l'extrait, mais je dis ça me fait penser à Yala Gaza. Il y a des Palestiniens qui veulent s'en sortir. Et en plus, pacifiquement. Dans ce livre, c'est pacifiste. Il n'y en a aucun qui dit que c'est qu'avec une Kalachnikov qu'on réglera les problèmes. Et à ce moment-là, je dis, ok, bénévole, oui, je veux être dans votre aventure. Donc, je dis, par contre, j'avais envoyé mon CV. Donc, l'éditeur, vous voyez, on était très distants, me dit, écoutez, corrigez, il y a 30 textes, on va avoir une dizaine de traducteurs, corrigez un texte, 2 textes, 3 textes, vous voyez ce que vous pouvez faire, on verra. Bon, finalement, ça s'est tellement bien passé que j'ai corrigé les 30 textes. Je ne sais pas, alors après, oui, ce que tu me demandais, voilà comment je suis arrivée là-dedans, donc c'est grâce à toi, ça c'est clair. Ah oui, puis il y a donc la relation. Donc sur la France, on a travaillé avec donc l'éditeur, les éditions La Guillotine, qui est Cédric Ruther, qui est devenu un ami aujourd'hui. Et on a travaillé donc Ramzi Baroud, c'est le journaliste, philosophe palestinien qui est à l'origine de ce projet. Il est le rédacteur en chef de Chronique de Palestine en anglais, Chronicle of Palestine. Donc lui, il était au départ à Gaza. Aujourd'hui, il est en exil. Enfin, il craignait la prison, donc il est en exil en Grande-Bretagne. Mais donc, il est rédacteur de Chronicle of Palestine. Et en France, nous avons une personne qui s'appelle Claude Zurbach, qui est basé sur Montpellier et qui est rédacteur en chef de Chronique de Palestine en français. Et en fait, nous avons fait des échanges permanents
Vous allez voir pourquoi. Il y a beaucoup d'échanges entre donc l'éditeur, c'est lui qui a tout centralisé, entre Claude Zurbach, qui est en relation directe avec Ramzi Baroud, qui lui ne parle pas français, et moi qui ne parle pas anglais. Et donc on a fait un peu ce quatuor pour à chaque fois avancer sur la correction et chacun des chapitres. J'espère que j'ai répondu. Pour moi, c'est parfait. Merci. Ça permet de contextualiser en fait l'arrivée des questions autour de cet ouvrage. Par exemple, je vous propose de regarder les différentes situations de correction de cet ouvrage. Donc tout d'abord avec, alors j'ai pas forcément les bonnes prononciations des noms des différents intervenants, mais je vais essayer de vous les citer quand même. Donc tout d'abord avec le texte de Sami Al-Arianki, qui est directeur du CIGA, donc Center of Islam and Global Affairs, et professeur en relations publiques à l'université de Sabah Hatim Zaim d'Istanbul. Sur quel type de correction êtes-vous intervenu? Donc, pour ceux qui ont le livre dans la main, page 174, dans son texte, vers un mouvement de solidarité mondiale pour une Palestine libre. Alors, ce que je souhaiterais, donc déjà, c'est on lira quelques petits extraits. Donc comme ça, on découvre un peu ce que nous dit Sami. Et à chaque fois, je vous montrerai comment je suis intervenue, ce que l'auteur a voulu dire. Donc là, c'est très basique, c'est de la correction orthographique uniquement. Alors je vais le lire pour ceux qui ne voient pas tout à fait bien, et puis je vais essayer que ça soit, parce que pour moi, c'était très fort quand même. Grandir comme Palestinien, c'était se sentir sans abri, séparé et assiégé, même dans les environnements amicaux. Où que l'on soit, la lutte pour la vérité, la justice, la dignité et la survie attendaient votre présence et votre implication. Mon père a été expulsé du Koweït, un pays où il avait travaillé sans relâche pendant 11 ans pour soutenir sa famille, parce qu'il avait refusé de donner des informations sur la communauté palestinienne au gouvernement. Une décennie plus tard, j'ai dû quitter l'Égypte après qu'on m'ait interdit de suivre une scolarité convenable, car j'étais palestinien. Donc là, 2 corrections. La première correction que vous voyez, en fait, en rouge, là, attendez, qui était au pluriel. Donc, en fait, moi, déjà, je corrige en bleu. Je ne suis pas prof de français, je ne suis pas instit, je ne mets pas du rouge, je ne mets pas 0/20 ou quoi que ce soit. Je corrige en bleu, c'est beaucoup plus souple et c'est souvent, je dis, voilà, c'est proposition. Alors, en plus, l'auteur ou l'éditeur voit mes corrections et peut dire OK ou non. Il n'a qu'à cliquer. Donc, je mets ma correction à l'intérieur du texte. Pour lui, il n'a pas à le retaper. Il n'a qu'à cliquer oui ou non. Et donc, vous voyez que attendez est au pluriel parce qu'il suit vérité, justice, dignité, survie. Mais en fait, non. Le sujet, c'est la lutte. Donc, je le mets au singulier. Alors ensuite, donc ça, c'est conjugaison, mais alors vraiment basique. Par contre, quand on le lit, la première fois, ça passe très très bien. On a tous les mots qui sont à la suite, on s'en rend même pas compte. Mes petits cailloux dans la chaussure. Ensuite, la suivante, elle est plus complexe. En fait, c'est subjonctif ou indicatif. Et donc ça, c'est une grammaire. Par exemple, c'est avant que je sois partie, subjonctif, parce que je ne suis pas encore partie, c'est pas encore fait. Après que je suis revenue, c'est de l'indicatif, parce que je suis déjà revenue, c'est une réalité. Donc là, j'ai corrigé. Après, le mot après, c'est de l'indicatif. Voilà. Voilà, c'est typiquement ce que je fais sur un texte qui pourtant a une profondeur qui est bien autre que mon petit travail. Alors, je vous propose de regarder le texte de Khalida Jarrah, titulaire d'une licence en gestion des affaires et d'un master en démocratie et droits humains de l'université de Birzeit. Elle a été élue au Conseil législatif palestinien. Elle dirige aujourd'hui la commission des prisonniers du CLP et joue un rôle au sein du Comité national palestinien pour le suivi de la Cour pénale internationale. Alors peut-être que sa fonction est la raison pour laquelle il y avait plus de 51 fois le terme prison, et que bagne, ballon, bastille, gnouf, goulag, tôle ou violon ne sont pas forcément adaptés. Comment vous êtes-vous dépatouillé pour sortir la prison du texte? Alors, donc déjà, Khalida, c'est une personne formidable et qui, c'est parce qu'elle est élue au niveau palestinien qu'elle a fait je ne sais pas combien de fois de prison. Donc pour 4 mois, 8 mois, 1 an, sans jugement. Puis donc au bout de 4 mois sans jugement, il la relaisse sortir. Mais elle a fait au total des années de prison. Et donc quand d'ailleurs ce livre est sorti, elle était toujours en prison. L'une de ses filles est décédée. Elle n'a même pas pu aller à l'enterrement d'une de ses filles. Voilà, ça c'est la vie de ces Palestiniens. Et ce que je souhaite mettre, c'est des prénoms. Parce qu'on n'entend jamais, on entend 20 morts, 22 morts, 50 morts, mais on n'a pas de prénom, on n'a pas de famille. Là, c'est Khalida. Et donc, Khalida, elle a un texte. Donc, quand elle s'est retrouvée en prison, c'est une femme qui est très éduquée, qui est vraiment, qui a beaucoup de diplômes. Et elle s'est retrouvée 24/24 enfermée à pas faire grand-chose. Et elle s'est retrouvée avec d'autres Palestiniennes qui, par contre, n'avaient pas eu la chance de faire des études et qui, certaines, s'étaient arrêtées vraiment au niveau primaire. Et elle a décidé de mettre son temps
à disposition pour éduquer ces jeunes palestiniennes, et pas que jeunes, ces palestiniennes. Et pareil, comme de temps en temps elle sortait et qu'elle avait quand même des appuis au niveau palestinien, elle a fait en sorte que ces personnes en prison puissent passer ce qu'on considérait ici, comme chez nous, comme le brevet. Donc pour ces femmes qui n'avaient pas d'éducation, passer le brevet, c'est extraordinaire. Et donc c'était vraiment des fêtes en prison d'avoir le brevet. Elle faisait sortir, quand il y en avait une qui sortait de prison, elle faisait sortir les résultats. Et c'était le ministère de l'Éducation palestinien qui leur octroyait le brevet, qui était reçu dans leur famille. Leur famille recevait le brevet de leur fille en prison ou de leur femme en prison, de leur sœur. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc par contre, cette femme, dans son texte, qui fait une quinzaine de pages, chacun a une quinzaine de pages, il y avait 51 fois le mot prison. Et je peux vous dire qu'à le lire, c'était très lourd. Donc, mon boulot, c'est de proposer autre chose. Donc, le premier texte, donc vous le voyez, pareil, je vais le lire. La riposte peut prendre de nombreuses formes. Au cours de mes différentes périodes d'emprisonnement en tant que détenu politique dans les prisons israéliennes, j'ai moi aussi pris part aux diverses formes de résistance à l'intérieur des murs de la prison. Pour moi, l'éducation des prisonnières palestiniennes est devenue une urgence prioritaire. Donc déjà, vous voyez qu'il y a 4 fois prison, je l'ai mis, c'est pas tout à fait 4 fois prison dans ce paragraphe. Il y a emprisonnement, prison israélienne, prisonnière palestinienne, et une autre fois, mur de la prison. Donc, moi, je vais enlever une fois prison, je laisserai emprisonnement, parce que là, il y en a 51, vous n'en voyez que 4. Je laisserai emprisonnement, je laisserai prisonnière, je laisserai les murs de la prison. Par contre, les prisons israéliennes, je vais le changer par les geôles israéliennes. Et en même temps, puisqu'on y est, vous voyez qu'il y avait aussi 2 fautes d'orthographe. Emprisonnement et résistance étaient au pluriel. Voilà. Donc, tout ça, je fais plusieurs passages, c'est ma relecture. Je fais d'abord les fautes d'orthographe et après, je propose des synonymes. Alors, les synonymes, quand on en a 51 à trouver, entre guillemets, un outil génial. Un outil génial, c'est le dictionnaire des synonymes du CNRTL, qui est gratuit et en ligne. Tout le monde y a accès. Je tape prison. J'ai 45 synonymes et un antonyme. L'antonyme, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre prison, je peux mettre privé de liberté. Bon, par exemple, vous mettez le mot prendre, il y a 214 synonymes et 48 antonymes. Et moi, mon boulot, je vais tous les lire un par un pour savoir lesquels je vais proposer. Et c'est exactement ce qu'a dit Steph tout à l'heure. Newf, non. Khalida, c'est pas ça. Jamais elle dirait, ils m'ont mis au Newf. En tol. Vous voyez qu'il y a ergastule. Alors, ergastule, alors je prends mon autre dico. En fait, c'est les prisons romaines où on mettait les esclaves et les gladiateurs. Ah, c'est trop chouette comme mot, mais non. Khalida, non plus. Et en fait, je passe les mots les uns après les autres, donc ça, c'est long. C'est pour ça que c'est ma deuxième partie de correction. C'est pas l'ortho, typo uni, c'est vraiment chercher, c'est de la réécriture. Et donc, on va voir ce que je propose. Donc, vous avez à droite le texte avec 4 fois prison sur quelques lignes. Et le texte à droite, que je vais vous lire, celui que j'ai proposé et qui est finalement, c'est un extrait du bouquin. En fin de compte, nous avons fait plus que façonner l'espoir au-delà du désespoir. Nous avons également évolué dans notre récit, dans la manière dont nous percevons la prison et ses gardiens. Je supprime gardien de prison. Nous avons vaincu tout sentiment d'infériorité et transformé les murs de l'univers carcéral en une opportunité. Lorsque j'ai vu les beaux sourires sur les visages de mes élèves qui avaient terminé leurs études secondaires dans ce milieu fermé, à la place de prison, j'ai eu le sentiment que ma mission avait été accomplie. Et puis je vous ai rajouté le paragraphe d'après, où de suite il y a prison. Par contre, par rapport à toute ma lecture de Khalida, ça, elle y tenait. L'espoir en prison. C'est pas l'espoir en milieu fermé, c'est pas l'espoir en détention, c'est l'espoir en prison. Et je lui laisse. L'espoir en prison est comme une fleur qui pousse sur une pierre. Pour nous, Palestiniens, l'éducation est notre plus grande arme. Avec elle, nous serons toujours victorieux. Quand je vous dis qu'on ne parle pas de Kalachnikov, mais d'éducation. La question, c'est est-ce que l'autrice était d'accord avec les changements ? Donc, les auteurs et les autrices sont injoignables. À Gaza, vous connaissez la situation à Gaza. Et donc, en fait, c'est Ramzi Baroud, d'un côté, qui est celui qui a organisé, qui a, avec Claude Urbach, c'est les 4 personnes que je vous ai dit, mais Khalida, elle est en prison. Elle était en prison au moment où on a fait ça. Donc, on ne se pose même pas la question. Par contre, Ramzi Baroud, qui connaît très bien ces 30 personnes, a pris sur lui. Et en plus, si vous voulez, ça a été écrit en anglais. Quand on lui a dit en français, il faut changer le mot prison. Et il était d'accord qu'on n'a pas la même façon de s'exprimer en français qu'en anglais.
Donc il nous a fait confiance aux éditions, à moi la correctrice, à Claude Urbach. Voilà, c'était une histoire de confiance avec les auteurs. Je n'ai pas pu être en contact avec aucun des auteurs, si ce n'est Ramzi Baroud. Et pour rebondir sur cette question, il y a un autre travail à la recherche de synonymes où les répétitions de mots sont parfois plus étonnantes, comme l'utilisation du mot « voyage » qui évoque pour nous souvent les vacances. Mais est-ce adapté pour la traversée d'un checkpoint ou d'un pays occupé ? C'est dans le texte intitulé « Libérer la Palestine, émanciper ses réfugiés » de la journaliste et chercheuse Sama Abou Sarar que vous avez eu des difficultés avec le mot « voyage ». L'autrice est basée à Beyrouth. Son texte porte sur la volonté de reconstruire la Palestine. Dans ce texte, elle évoque son parcours, sa vie au Liban, sa fuite vers la Jordanie et le sort des Palestiniens. Comment avez-vous travaillé pour suggérer un autre vocabulaire, d'autres formulations, d'autres mots au sens voyage ou au mot voyage ? Donc là, vous voyez juste un extrait, mais le paragraphe qui parlait de cette problématique de ce voyage était beaucoup plus long et il y avait tout le temps le mot voyage. Et donc pareil, non seulement il y a synonyme, mais surtout, c'est pas du tout un voyage, c'est pas le mot français adapté. Et alors pourquoi ? Donc en fait, une partie des personnalités, de ces 30 personnalités, alors pour la plupart, c'est l'arabe et leur langue maternelle. Donc en fait, quand ils parlent, soit il y a ceux qui ont fait des études en Grande-Bretagne et qui parlent bien l'anglais, mais sinon la plupart, quand ils parlent anglais, c'est plutôt un anglais au quotidien pour échanger sur les checkpoints, pour échanger en fait avec l'administration israélienne. Donc, ils maîtrisent l'anglais comme je suppose, moi non, mais je suppose la plupart d'entre vous dans la salle. C'est-à-dire que si je vous demande des synonymes en anglais d'adapter, vous allez trouver le premier mot qui se rapproche. Ah ben oui, voyage, c'était à peu près ça. Donc, vous n'allez pas chercher pour mieux exprimer ce que vous souhaitez dire dans cette langue qui n'est pas la vôtre. Donc, il y a eu 7 textes qui ont été uniquement écrits en arabe, qui ensuite ont été traduits en anglais. Et les autres, les 33 manquants, ont été écrits directement en anglais, mais parfois par des personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais, comme on peut le faire dans un ouvrage qu'on va quand même appeler littéraire. Donc, c'est pour ça que là, je suis obligée, alors je garde le premier mot « voyage » toujours, mais je suis obligée de chercher quelque chose qui correspond beaucoup plus, donc on ne va pas lire obligatoirement, mais qui correspond beaucoup plus à trajet, à traverser, à parcours. Mais c'est clair que quitter un pays en urgence pour passer des frontières en catimini, c'est pas un voyage. Oui, c'est votre choix à vous, mais alors après, les auteurs ont fait confiance à Ramzi Baroud. C'est le bouquin, c'est lui. Dès le départ, tous les textes qui ont été transmis en arabe, en anglais, sont passés par les mains de Ramzi Baroud, dont c'est le boulot. Il est journaliste, il est philosophe, c'est lui, si vous voulez, qui a harmonisé, mis en sorte que les textes fassent environ 15 pages, qu'ils aient aussi la même, on verra, ils ont tous la même façon de procéder. Donc c'est Ramzi Baroud qui a fait ce premier bouquin, c'est Ramzi Baroud qui a validé toutes les propositions qu'on a fait pour ce deuxième, qui est la traduction du premier. Alors la correction ne se limite pas uniquement à l'orthographe, à la grammaire et aux répétitions. Pour vous, elle prend aussi en compte les approximations, comme une date, par exemple, pour ceux qui ont le livre, page 413, dans le texte « À la recherche de la normalité » d'Anin Zouabi. Et pour info, Anin Zouabi est la première femme palestinienne à représenter un parti palestinien à la Knesset, donc c'est l'Assemblée israélienne. Quel sens cela a pour vous de signaler que le 1er juin 2010 soit un mardi et non pas un mercredi comme elle l'avait écrit ? Et pour que finalement le jour ne paraisse pas dans le texte final. Donc déjà, pour expliquer, il y a beaucoup de Palestiniens qui se sont retrouvés dans les limites du territoire israélien. Et ces Palestiniens, une partie a eu le droit de rester et se sont retrouvés avec une citoyenneté moitié israélienne, moitié palestinienne, c'est pas très très clair. Et puisque par exemple, ils ont officiellement la citoyenneté israélienne, mais ils ont des cartes d'identité qui sont pas de la même couleur et sont obligés de présenter et demander de passer avec des checkpoints à chaque fois qu'ils veulent changer de région, ne serait-ce que dans Israël. Donc c'est une sorte de citoyenneté de seconde zone. Et donc Anin Zouabi a donc été élue, mais je vais lire ce petit texte parce que malgré qu'elle ait été élue, après s'être battue pendant des années pour qu'il y ait un parti, voilà ce qu'elle écrit. Au cours d'une session orageuse de la Knesset le mercredi 1er juin 2010, j'ai été attaquée et qualifiée de traître à Israël. Pour moi, cependant, mon plus grand acte de trahison aurait été de fuir ma responsabilité de défendre mon propre peuple assiégé. En raison de ma participation à la flottille, j'ai été interdite de session de la Knesset pendant 6 mois, placée sur surveillance, privée de certains de mes droits parlementaires, et j'ai même dû faire face à des demandes de révocation de ma citoyenneté. Et donc, bon, moi, le texte, là, vous en voyez qu'un extrait, mais
pareil, j'en ai pris quand même pas mal, plein les yeux, plein la tête, plein le cœur. C'est très difficile, tous ces textes, ces témoignages. Et je vérifie tout. Donc, j'ai vérifié son parti, le nom de son parti, le Tajamawa, j'ai vérifié la Knesset, je vérifie tout ça. Et je m'aperçois que d'un coup, le 1er juin 2010, c'est un mardi. Alors, pourquoi cette importance ? Parce qu'il pourrait y avoir, moi j'ai qu'une envie, vous l'avez compris, c'est défendre l'auteur, représenter l'auteur, faire en sorte que ce qu'il a voulu dire soit fort et clair. Il pourrait y avoir quelqu'un de mal intentionné qui dit, mais tout ce qu'elle raconte là, c'est n'importe quoi, puisque le mercredi, c'est pas un premier. Donc en fait, on perd une crédibilité pour Hanan Zohabi pour un petit détail comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'elle a mis mercredi ? D'abord, elle parle de 2010, alors qu'elle l'a écrit en 2021. Et je ne pense pas qu'elle soit allée chercher un agenda de 2010 pour raconter ça. Ce qu'elle se rappelait, c'était en 2010 qu'elle avait été bousculée. Peut-être que les réunions de la Knesset étaient toujours des mercredis. Donc, elle se dit, c'est facile, à la réunion du mercredi. Et peut-être que ce jour-là, pile poil, c'était un mardi, pour une raison X ou Y, je ne sais pas, il y a 10 ans de ça. Par contre, à ce moment-là, avec Ramzi Baroud, on a dit, OK, on enlève le jour. On laisse le premier, parce que c'est bien le premier, mais on enlève. Qui n'est pas un mal intentionné qui vient dire, voilà, mais n'importe quoi. Vos Palestiniens, vos Palestiniennes, même élus, ils ne sont même pas capables d'écrire des choses vraies. Voilà pourquoi, moi, le travail de lecteur-correcteur me paraît important. La traduction est aussi une interprétation, donc on l'avait évoqué tout à l'heure, mais parfois le contresens n'est pas loin. Page 271, nous découvrons... Alors, Jenan Al-Farah, elle est coprésidente du projet Tapisserie de l'histoire palestinienne, et dans son texte intitulé « À travers le chat de l'aiguille, réunis par des fils », il y a de quoi s'emmêler les fils entre photos et mosquées. Quel est votre rythme de lecture pour maintenir votre attention sur les mots et le fond, sans être embarqué par le récit ? Donc, pour déjà que vous compreniez, pour Jehan, sauf que la Palestine était toujours occupée. L'armée israélienne exerçait toujours un contrôle total. Comme beaucoup d'autres Palestiniens de Gaza, nous avions une photo de la mosquée Al-Aqsa à la maison, mais je ne l'avais encore jamais vue. L'idée de visiter Jérusalem était un rêve impossible. Étant originaire de Gaza, toute visite en Cisjordanie ou à Jérusalem était assortie de conditions que je ne remplissais pas. Donc déjà pour répondre, alors je ne l'avais encore jamais vue. Moi je le lis, et puis elle n'avait jamais vu quoi ? La photo ou la mosquée ? Et en fait, en anglais, il y avait la répétition, parce que vous verrez à un moment donné, j'ai le texte en anglais, et il y avait une photo de la mosquée, et elle n'avait jamais vu la mosquée. En français, le traducteur, on ne répète pas comme ça 2 fois le mot mosquée dans la même phrase. Par contre, c'était pas clair. Donc moi, j'ai dit, où je m'étais encore jamais rendue, ce que je propose de nouveau à l'éditeur, à Ramzi. Est-ce que vous êtes OK ? Est-ce que c'est ça qu'elle a voulu dire, en fait ? Puisque l'important, c'est traduire ce qu'elle a voulu dire. Et donc, la question, c'était combien de temps j'y passe ? Alors, en fait, ça me demande, c'est une hyper concentration. Je suis dans mon petit bureau, toute seule, avec mon ordinateur, et j'ai 30 minutes. Bon, j'ai fait ce boulot aussi parce que je fonctionnais comme ça. J'ai 30 minutes tellement hyper concentrée que quand on me parle à côté, je ne m'aperçois même pas qu'on me parle. Et au bout de 30 minutes, je prends 5 minutes, un thé ou un bol d'air ou une chanson. Et puis, je me remets. Donc, je fonctionne comme ça, 30 minutes, et je fais des périodes de 2 à 3 heures. Et puis après, une pause. J'ai la chance d'habiter et de pouvoir me balader dans la forêt. Je vais me balader 1 heure et je reviens et je me remets. Voilà, c'est un rythme. Et donc, au total, tu me demandais, comment je fais aussi. Et alors, c'est clair qu'il y a beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça que je vous dis, déjà, moi, je suis à l'ordi. J'ai la taille de la police. J'ai ma propre police à moi. Donc, je commence à prendre de la distance avec l'auteur ou l'autrice. Et puis, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, c'est bon, je relis vraiment le texte et je peux commencer à proposer, à dire et ça, comment on va faire les choses. J'arrête, je suis plus dans l'émotion. Alors, dans le texte de présentation de Farah Nabulsi, vous avez proposé la féminisation de certains termes. À la lecture des corrections, présentez-nous donc déjà Farah Nabulsi et qu'avez-vous proposé comme correction sur cette introduction en fait de son texte ? Alors, avant de vous présenter Farah, donc déjà en français, on n'est pas obligé de féminiser les professions, mais aujourd'hui, on a le droit de féminiser les professions. Donc c'est ça où le français, finalement, il est aussi assez souple. Et moi, je connais des personnes des femmes qui continuent à se dire pharmaciens parce qu'elles ont eu ce diplôme de pharmacien et qu'elles considèrent que elles sont pharmaciens. Et au contraire, d'autres femmes qui sont fières de se dire qu'elles sont pharmaciennes parce qu'elles sont femmes et pharmaciennes. Elles ont le choix et on a tout à fait la possibilité et de le dire et de l'écrire. Donc là, dès le début, quand j'ai compris qu'il y avait 16 femmes et 14 hommes dans ce bouquin,
que c'était des personnalités. J'ai de suite discuté avec l'éditeur en disant me permettez-vous de féminiser tout ce qui a trait à ces femmes, sachant que en anglais, j'ai bien compris qu'il n'y a pas beaucoup de masculin-féminin. C'est très neutre. Donc l'éditeur, de nouveau, Ramzy Baroud, et il comprend que oui, c'était important qu'il y ait des femmes dans ce bouquin. Donc en français, c'est important qu'on comprenne que ce sont 16 femmes. Donc j'ai féminisé tout ce que j'ai pu. Tout le temps en le proposant. Moi, je ne fais que proposer. Après, il valide ou pas. Donc si on prend le texte de Farah Nabulsi, et donc déjà, je vais à chaque fois insister sur ma correction que vous voyez en bleu. Farah Nabulsi est une cinéaste et défenseur des droits humains, on y reviendra, des droits humains britanniques palestiniennes, nominée aux Oscars et lauréate d'un BAFTA. Alors déjà, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a toujours plein d'autres corrections. Il y a des virgules qui sont en bleu. Parce que sinon, au début, c'était défenseur des droits de l'homme britannique palestinien. C'est l'homme qui est britannique-palestinien, pardon. Donc moi, j'ai mis des virgules, vous voyez, après des droits humains, virgule, britannique-palestinienne, virgule, nominé aux Oscars. Donc voilà, typiquement le boulot du correcteur pour que ça soit lisible et compréhensible. Alors, droits humains. Donc là, il y a le petit message que je mets à l'éditeur. Donc vous voyez, ce qui est corrigible, c'est directement dans le texte, sinon c'est des commentaires. Après avoir féminisé Farah, je propose droits humains. Mais il existe également droit de la personne qui serait une vision plus inclusive des droits. D'après ce que j'ai pu lire, je me renseigne, je n'invente rien. Votre choix, puis je note d'unifier pour la suite. Donc l'éditeur et Ramzy Baroud décideront. Donc en anglais, c'est Human Rights. Et donc ils vont décider, est-ce qu'on prend droit humain qu'on peut utiliser en français? Est-ce qu'on prend droit de l'homme, qui est là par contre la traduction officielle? Ou est-ce qu'on prend droit de la personne? Ils ont décidé que droit humain, qui se rapprochait le plus de l'anglais, leur correspondait le plus. Et quand je mets votre choix, puis je note d'unifier, ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois que je croiserai, j'ai jamais croisé droit de la personne, mais à chaque fois que je croiserai droit de l'homme avec un H minuscule ou un H majuscule, il y a les deux, je mettrai droit humain. C'est validé pour le bouquin en entier. Alors on parlait d'auteur, parlez-nous de cet inconnu qui est Jamal Jahama, avec 2 A à la fin. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise orthographie sur un nom? Alors là, vous voyez exactement ce que je reçois. Je reçois la partie en anglais, que je ne maîtrise pas, mais je l'ai quand même. Et j'ai à côté la partie en français. Et je vais attaquer. Donc déjà, quand je travaille avec un seul auteur, je discute avec cet auteur de ce qu'il veut précisément. Qu'est-ce qu'il veut, je vous l'ai dit tout à l'heure, quel style, est-ce qu'il veut féminiser ou pas, est-ce qu'il veut, il y a une réforme de l'orthographe, est-ce qu'il veut l'ancienne orthographe, par exemple, événement, ou est-ce qu'il veut la nouvelle orthographe, événement. Moi, c'est son choix, et après, j'applique ce qu'il décide. Et donc là, il y a 30 auteurs, je ne peux pas les rencontrer. Donc la première chose que je fais, je vais sur Internet pour voir qui ils sont. Donc je tape Jamal Jahama. Je ne trouve pas de Jamal Jahama. Je cherche, etc. Impossible. Je vais sur Wikipédia, je ne le trouve pas. Par contre, je trouve plusieurs petits sites Internet qui vont vers un Jamal Jahama. Donc, la deuxième, alors je vous ai mis, évidemment, mon ami Claude Zurbach, Chronique de Palestine, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vois qu'en effet, il existe un Jamal Jahama. Et a priori, alors je dis a priori de nouveau, il semblerait correspondre à ce Jamal Jahama. Par contre, je dis il semblerait, parce que laisser passer l'erreur Jamal Jahama, c'est un peu ballot. Mais alors, transformer Jamal Jahama en Jamal Jahama alors que c'est pas lui, c'est encore pire. C'est une erreur que je ne peux pas faire. Alors pourquoi, par exemple, en France, on a 2 Simone Veil. Il y en a une qui est philosophe et une qui est politicienne. Et si vous allez sur certains textes, c'est difficile de savoir laquelle des deux. Elles sont à la même époque. Donc c'est pour ça, je pense toujours quand je vois des homonymes. Alors attention, parce que ça serait une catastrophe en France de passer l'une pour l'autre et inversement. On est bien d'accord. Là, c'est un peu pareil, moi, mon frein. Donc, la diapo suivante, voilà ce que j'écris. Donc, je trouve Jamal Jahama sur Internet, mais pas Jahama. Point d'interrogation. Et le nom du fichier est Jahama, point d'interrogation. Là, c'est Ramzy Baroud qui monte au créneau pour dire « mais moi, je le connais très bien, c'est bien Jamal Jahama ». Voilà, c'est Ramzy qui valide, ce n'est pas moi. Et vous voyez, en plus, on en profite pour voir les différentes corrections que je fais. Donc, pour plutôt de City, Université de Londres, je propose l'Université de Londres. C'est plus, voilà, tout le reste, on ne va pas le lire. Mais vous voyez que je corrige rarement qu'un seul truc sur un paragraphe. Je corrige beaucoup de choses. Et alors, par exemple, dont la plupart sont toujours actifs, ont un impact sur la société civile et sur la cause palestinienne.
palestinien est au pluriel, il faut que ça se rapporte à société civile et cause. Donc à ce moment-là, on met sur la société civile et la cause palestinienne, les deux. Voilà. Mais de nouveau, c'est en proposition. Il peut me dire non, c'était que la cause. À ce moment-là, il faut mettre palestinienne au singulier. Alors, on voit les conséquences que ça peut avoir sur un nom, mais parlons aussi des conséquences d'une mauvaise orthographe volontaire ou non dans un texte officiel. Cet exemple est relaté dans le texte de Hassam Abdul-Rahim Abou Nima. Il est né en Palestine, il est diplomate, et vous retrouverez page 375 où il met en avant le texte de l'ONU, la résolution, la fameuse 242. Un S est sujet à interprétation et peut modifier le sens implicite. Parlez-nous un peu de cet extrait et puis de ses conséquences dont vous avez pu échanger. Donc depuis le début, je vous dis, oh là là, oubliez un S. Enfin, vous pouvez imaginer qu'un lecteur-correcteur, une lectrice-correctrice, c'est pénible parce que ça se base sur un S, sur un pluriel, sur des choses comme ça. Mais des fois, c'est dramatique. Alors, des résolutions de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien, il y en a des dizaines. Celle-là, elle est quand même, on va dire, extraordinaire. Je vais la lire. En novembre 1967, là, je lis pas la résolution, pardon. Je lis ce que dit justement Hassan, qui est scandalisé en tant que Palestinien. En novembre 1967, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 242, qui allait devenir la référence des efforts diplomatiques ultérieurs. Elle appelle au retrait des forces armées israéliennes. Donc, au début, c'est marqué des territoires occupés au pluriel, et moi je dis, hop, dans la résolution, c'est au singulier. Donc, elle appelle au retrait des forces armées israéliennes du territoire occupé lors du récent conflit, en omettant tristement le « les » devant le mot « territoire ». Donc moi, je mets tout au singulier parce que ça y est, c'est en fait comme ça. Cela signifiait qu'Israël pouvait interpréter le texte comme signifiant que n'importe quel retrait suffirait à remplir les conditions de la résolution. Et c'est exactement ce qu'il a prétendu lorsqu'il s'est retiré du Sinaï après son traité de 1979 avec l'Égypte. Alors le retrait du reste, de Jérusalem, des territoires occupés, de Cisjordanie, ah ben non, moi on m'a demandé un territoire. Et ça, c'est une résolution. Et juste, vous voyez comme quoi même le manque de S, un seul S, peut changer quelque chose de politique et un engagement politique. Donc là, pareil, j'étais très remontée. Et évidemment, Ramzi a dit non, ok, c'est au singulier dans le texte. Il est quasi impossible de ne pas laisser une erreur ou deux, souvent considérées comme des coquilles quand il y en a peu dans un ouvrage, et un mauvais travail d'éditeur quand il y en a trop. Comme page 83, qu'on retrouve troisième paragraphe dans l'ouvrage, entre les pensionnats et les séjours occasionnels avec mon père, c'est l'extrait que je lis, et les nuits chez les amis, Salam et moi avons réussi à survivre et à faire face à le grand vide, laissé par notre mère. Alors, le grand vide, c'est très étonnant. Est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée pour les traductions et pour les corrections? Ça, ce sont des choses qui existent aujourd'hui, mais qu'apporte encore l'humain face à ces outils? Ça sera la question après avoir répondu par rapport à la citation du texte. Donc, alors, en fait, quand Steph m'a parlé hier soir de cette faute à le, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais faire comme si je n'étais pas au courant et je vais faire « Oi ». C'est la deuxième, parce que je sais qu'il y en a une. Il en reste une. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir comment j'avais pu laisser passer à le. Oh, c'est le problème de la lectrice-correctrice, c'est sans fin. Eh bien, en fait, je ne l'ai pas. C'est pas mon erreur. Je suis ravie. Le texte que j'ai reçu, c'était Salam et moi avons réussi à survivre et à faire face à l'énorme vide laissé par notre mère. À l'énorme. Voilà. Donc, moi, j'ai corrigé, tout allait bien. Enfin, c'est nickel, il ne se passe rien. Et là-dessus, donc, j'appellerai Cédric et Ramzi. Ils ont dû se dire l'énorme vide. Non, c'était pas ça qu'elle a voulu dire, exactement. Et ça doit être à, je ne sais plus ce que... À le grand vide. Ils ont dû dire, c'est un grand vide, c'est pas un énorme vide. Donc, ils ont corrigé l'énorme, le grand, mais ils n'ont pas enlevé à. Voilà. Donc, là-dessus, voilà. Sinon, par contre, en effet, il y a, je vous l'ai dit, une intelligence artificielle qui peut, en effet, soulever ça, mais ça a été fait après. Par contre, il y en a une. Je sais qu'il y en a une, je ne vous dirai pas où. Si celui qui la trouve, je lui offre à boire. Mais je sais qu'il y en a une. J'en ai raté une. Randa Abdel Fattah, elle se définit comme palestino-égyptienne, australienne et musulmane. Elle est écrivaine, universitaire, militante et ancienne avocate et est chargée de la recherche
post-doctorante au département de sociologie de l'université de Macquarie en Australie. C'est toujours bien de citer les personnages, mais quand ils ont un CV comme ça commence à être pas évident. Alors son texte insiste sur la notion d'espace et de temps, puisqu'elle est en Australie, elle a aussi de la famille en Palestine. La proximité malgré l'éloignement, la vie d'ici et celle de là-bas. Enfin, elle a un texte que l'on peut voir ensemble, page 127, où, Marie-Nico, vous avez une suggestion pour clarifier le propos, parce que le texte original était assez confus sur ces notions-là. Jusqu'où un correcteur peut-il aussi intervenir, et de quoi la correction est-elle l'outil, en prenant cet exemple-là? Donc, juste avant de répondre, la difficulté pour Randa, Steph vous l'a dit, c'est qu'elle est palestino-égyptienne australienne. Et en fait, au fur et à mesure de son texte, elle dit ou à moins que je sois égypto-palestino-australienne, à moins que je sois australo. Et en fait, c'est une horreur pour elle. Donc, en fait, il y a des Palestiniens en Palestine. Et c'est une horreur pour eux. On est tous conscients de dire ce mot aujourd'hui. C'est une horreur pour eux. Mais les Palestiniens qui sont soit en diaspora, soit en exil, c'est une horreur pour eux. Et c'est le syndrome qu'on peut aussi dire pour la Shoah. C'est le syndrome du survivant, en fait. C'est terrible. Donc, elle ne sait jamais qu'est-ce qu'elle est, parce qu'en fait, elle est passée de la Palestine à l'Égypte et de l'Égypte à l'Australie. Elle est heureuse en Australie, mais elle est malheureuse en Australie. Et là, elle fait un petit texte que moi, j'ai été obligée de relire 4 fois, parce que je ne comprenais rien. Donc, en fait, c'était pour dire entre le Palestinien qui est là-bas en Australie et le Palestinien qui est ici en Palestine, ou l'inverse, est-ce que le Palestinien est là-bas en Palestine, et moi ici en Australie? Et en fait, c'était aussi la question, elle était en train de parler avec son beau-père des drames de la troisième intifada, on y viendra. Et il y avait son fils à côté qui est en fait, bien que palestinien, parce qu'ils sont tous élevés dans le respect de la Palestine, disait « Non, mais c'est bon, arrêtez, c'est 5 heures, il y en a marre de quoi vous parlez. » Et le beau-père a dit « Arrête, on a un Palestinien ici, tu parles des Palestiniens de là-bas, respecte. » Et voilà, ce texte, c'est ça qu'elle avait voulu dire. Et c'était un peu compliqué, donc j'ai passé du temps et j'ai proposé. Donc vous avez le premier, mes corrections, et ce qui finalement est dans le bouquin. Et alors, qu'est-ce qu'on peut se permettre? Eh bien, en tant que correctrice, on peut tout se permettre, puisqu'on ne fait que des propositions. Je veux dire, moi, j'ai pas la troisième étape, c'est pas la mienne. C'est Ramzi, Cédric et Claude. Moi, ma première étape, c'est du bleu, et à côté, des explications. Je crois comprendre que Randa veut dire ça. Et donc, je peux tout me permettre tant que je l'exprime, justement. Contrairement, et j'ai rien contre les enseignants, j'ai plein d'enseignants dans ma famille, mais les enseignants sont là pour raturer, barrer, enfin, dire c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Moi, pas du tout. Je dis pas c'est pas comme ça, c'est comme vous le souhaitez, comme vous voulez le dire. Moi, je crois que vous voulez le dire comme ça. Et je peux tout me permettre tant que c'est proposé et argumenté. Voilà. Il n'y a pas de limite. Alors, la lecture, vous pouvez le constater, elle est très attentive par les mots sur le texte que vous êtes en train de lire, mais il y a aussi des rapprochements à faire. Au début de l'ouvrage, page 23, mais aussi page 73, est évoqué Qassam Izzat Ali, ce spécialiste des médias, fondateur et innovateur dans le secteur de l'information télévisée. Ce journaliste a travaillé à la direction de la seule agence de presse télévisée arabe de renommée internationale, et il a aussi créé l'agence de presse Ramatan. Donc vous avez rapproché l'extrait cité par Ilan Pappé, page 23, du texte de Qassam Izzat Ali, page 73. Correctrice, est-ce aussi avoir une excellente mémoire? Et quel a été le travail d'harmonisation sur des textes aussi éloignés, enfin des extraits du même texte aussi éloignés? Alors, donc juste pour expliquer, donc ce bouquin, vous voyez qu'il a été en fait mené, cadré par Ramzi Baroud, je vous en ai parlé plusieurs fois, palestinien, et Ilan Pappé, en fait, un philosophe israélien qui d'ailleurs, depuis, s'est fait virer d'Israël, est en Grande-Bretagne, un Israélien qui s'engage. Et donc, dans ce bouquin, l'introduction est faite par Ramzi Baroud, mais ensuite, le chapitre 3 est fait par Ilan Pappé, qui va présenter chacune des 28 autres personnalités. Et il va les présenter en disant quelques mots, un petit peu comme Steph fait pour vous présenter chacun, et il va récupérer un extrait de chacun des chapitres de ces 28 personnes. Mais il y a 10 traducteurs. Et entre le traducteur qui a fait le chapitre d'Ilan Pappé et les autres traducteurs, c'est pas obligatoirement les mêmes traducteurs. Et le but du jeu, c'est que ce que dit Qassem,
Enfin, ce que dit Ilan, qui dit Kassem a dit ça, il faut que quand on voit le chapitre de Kassem, on trouve exactement la même chose que Kassem. Donc, là, donc tout à fait, c'est Cédric, l'éditeur, qui me dit vérifiez la citation traduite et indiquez la page et le titre du texte de Kassem. Donc c'est quand je vous dis quel est le boulot du correcteur, celui qu'on lui demande. Donc pas de souci. Et alors après, toi tu me poses la question de mémoire. Il n'y a pas du tout de mémoire. Un correcteur n'a pas besoin d'avoir de mémoire. Moi je travaille avec mon ordinateur. Il suffit que je tape les 4 premiers mots. Si les 4 premiers mots ils sont ailleurs dans mes 480 pages, mon ordinateur va me le trouver. Donc, j'ai les mots de Ilan Pappé. Je vais chercher, alors je l'ai fait pour les 28, hein, mais je vais chercher ceux de Kassem. Et tiens, c'est pas la même traduction. Donc, il faut harmoniser. Et qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde le premier traducteur ou le deuxième traducteur? Et là, c'était intéressant parce que les traductions étaient très, très proches. La seule chose, c'est que le traducteur de l'introduction, c'était au présent, alors que le traducteur de Kassem, c'était au passé. Moi, j'ai préféré au présent, je vous le lis. Le creuset qui mélange et catalyse notre nationalisme, qui nous unit en tant que peuple, qui efface les barrières de genre socio-économiques, religieuses et idéologiques, nous est fourni sur un plateau d'argent par notre oppresseur israélien, la prison. Parce que Kassem, en tant que journaliste, est allé de nombreuses fois en prison. Donc de nouveau à chaque fois. Mais il dit, mais à chaque fois qu'on va en prison, exactement tout à l'heure, comme Khalida, ils mettent à chaque fois à profit ce temps en prison. Et donc, on a décidé de le garder au présent, comme dans l'introduction. Alors, la vue d'ensemble et la cohérence ne se limitent pas uniquement à l'ouvrage, mais il existe aussi le choix éditorial. Marie-Nico, vous l'avez évoqué tout au long de l'entretien. Ce choix, c'est-à-dire la décision de l'éditeur en fonction de critères qui le définissent. À lui, en collaboration avec les traducteurs ou correcteurs, de trancher sur le choix de certains mots. Et on va prendre l'exemple des mots Soumoud et Nakba, qui ne sont pas traduits dans l'ouvrage, mais dont la typographie révèle d'un choix mis en place dès le début de l'ouvrage, page 21. Un autre choix éditorial est celui de l'écriture du mot intifada dans l'ouvrage. De quoi ces choix sont-ils le reflet? Donc déjà, quand on écrit en français, il y a les règles typographiques de l'imprimerie nationale. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez écrire parfaitement au carré dans les règles nationales, tout est dans ce petit bouquin. Par contre, de nouveau, c'est indicatif. L'auteur écrit comme il le souhaite. Pour autant, les quelques règles que l'on a, c'est quand un mot n'est pas français, on le met en italique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot français? C'est un mot qu'on trouve dans le dictionnaire. Alors, donc déjà, le mot Nakba. Donc, je vais le lire de nouveau parce que c'est intéressant ce qu'il nous raconte sur la Nakba. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la Nakba. Donc, la traduction du mot Nakba, c'est catastrophe. Mais je trouve qu'on ne va pas écrire c'est la catastrophe. Non, c'est la Nakba. C'est comme la Shoah. Tout le monde connaît le mot Shoah. Peut-être qu'un jour, tout le monde connaîtra le mot Nakba. Le mot Nakba, c'est quand Israël s'est installé et a commencé à étendre son territoire et a brûlé, vidé les villages. Et les personnes partaient avec leurs baluchons et leurs gosses sous le bras. Et c'était la catastrophe. Ils perdaient leur maison, leur profession, leur territoire, ils le disent, leur passé, leur histoire. Ils perdaient tout. C'est ça qu'on appelle la Nakba. Donc, lorsque nous avons décidé, donc là, c'est Ilan Pappé, cet Israélien. Lorsque nous avons décidé de répertorier ces histoires particulières de lutte pour la liberté et la libération nationale, nous espérions d'abord obtenir une image complète de la contribution personnelle et de l'expérience de chacun des participants, donc ces 28 personnalités. Mais nous avons eu la chance d'obtenir bien plus que cela. Chaque récit comporte une section biographique qui ouvre une fenêtre sur un passé palestinien récent ou plus lointain, que ce soit dans la patrie ou en exil. Il s'agit de ce qui a été perdu à la suite de la Nakba, mais aussi de ce qui a été regagné à force de résilience, de constance et d'engagement. Donc en fait, c'est le résumé de ce que vous trouverez dans ce livre. Chaque chapitre de 15 pages raconte l'historique de la personne, de ses grands-parents, d'elle, à quel moment elle a quitté ou pas la Palestine, ce qu'elle fait aujourd'hui, et notamment ce qu'elle fait, alors ils ont tous des professions, mais qu'est-ce qu'elle fait pour la Palestine et ce qu'elle espère faire demain. Tous les chapitres sont faits sur cette forme-là. Et donc, Nakba. Donc moi, je dois corriger ce petit paragraphe, qui d'ailleurs, il n'y a pas de faute du tout. Dans ce texte, comme dans les textes précédents, moi, je trouve Nakba parfois en romain,
parfois en italique. Romain, c'est ce que vous appelez normal comme lettre, le contraire d'italique. Je ne l'ai trouvé dans aucun principodico, si ce n'est dans le Wiktionnaire, alors que le mot intifada est dans le Larousse. Donc, comme il n'est pas dans le dictionnaire français, c'est un mot étranger, il devrait donc être en italique. Donc, je mets « il devrait » entre guillemets, c'est comme il veut. Mais il devrait donc être en italique, votre choix, puis, comme d'habitude, à harmoniser dans tous les textes une fois réunis, je le note. Bon, il a été choisi de mettre Nakba, donc une majuscule et en italique. Donc, l'intifada, le mot sera après. Le mot soumoud, dans les 30 textes, on le retrouve partout. Les 30 personnalités utilisent le mot soumoud. Par contre, donc c'est déjà, il n'est pas dans les dictionnaires, et c'est un mot qui a énormément de sens. Si on pouvait le traduire, parce qu'à ce moment-là, quand on a un mot étranger, il suffit de le traduire. Hein. Vous voyez le mot merchandising, vous mettez marchandage ou je ne sais quoi, enfin, il n'y a pas de souci. Vous traduisez le mot, il n'y a aucun problème. Non. Celui-ci, il est intraduisible en un seul mot. Parce que pour certains, c'est résilience, résistance, persévérance. Et en fait, c'est ce que ressentent les Palestiniens dans leur situation. Alors aujourd'hui, mais depuis 1917, oui, parce que le conflit israélo-palestinien, ça date depuis 1917, et depuis 1917, à chaque fois qu'ils se sentent maltraités, c'est le soumoud. Alors, de temps en temps, moi j'ai l'impression que les jeunes, ils disent, oui, on a le seum, enfin, je sais pas, mais en fait, on ne pouvait pas le traduire, parce que des fois, donc on a refusé de le traduire. Par contre, il est en note de bas de page, on a tout le temps laissé soumoud en italique, et avec la note de page, et à vous, lecteurs, d'imaginer s'il a voulu dire résilience, résistance, persévérance. Voilà, c'était trop personnel. Donc là, on n'est pas rentré sur le mot soumoud. Donc, pareil, ça c'est important, sur les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Il y en a plein, il n'y a pas que le mot intifada, enfin, il y a énormément de nouveaux mots de la langue française. Donc, ça, c'est mon commentaire. Le mot intifada n'est ni dans le Robert, ni dans le dictionnaire de l'Académie française, ni dans le CNRTL que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais on le trouve dans le Larousse et dans le Wiktionnaire. Alors, la règle du jeu pour les lecteurs-correcteurs, on utilise 4... Alors, le Wiktionnaire, il ne fait pas foi, comme Wikipédia. C'est un outil extraordinaire, mais qui, en fait par une communauté de personnes bénévoles et volontaires. Donc, il ne fait pas foi. Par contre, il permet, par exemple, Nakba, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un fruit, un petit fruit avec une minuscule? Est-ce que c'est... Et dans le Wiktionnaire, vous voyez que c'est une guerre. OK, à ce moment-là, à vous d'aller rechercher sur des textes, des sites plus historiques, vraiment des réalités sur la Nakba. Donc là, il est sur le Wiktionnaire, j'arrive à voir ce que c'est intifada, mais surtout, je le trouve dans le Larousse. Et quand on trouve un mot dans un de ces 4 dictionnaires, il est français. Donc, j'ouvre les 4. J'ai toujours les 4 pour aller voir, et je le trouve dans... Hop, super. Donc, Nakba, il n'y était pas. Donc là, je le trouve dans le Larousse, et je trouve intifada, nom commun féminin de l'arabe soulèvement. Dans les pays arabes, c'est une révolte populaire menée contre un régime oppresseur ou un ennemi étranger. Donc des intifadas, il y en a dans tout le Moyen-Orient. C'est très clair. Je veux dire, là, quelque part, en Syrie, ça a été une intifada contre Bachar el-Assad. Voilà, c'est une révolte populaire. Donc, si vous me suivez bien, c'est un nom commun, comme le mot guerre. Et pourtant... on a intifada avec une majuscule, parce que le mot guerre aussi peut prendre une majuscule. Quand est-ce que ça prend une majuscule? Quand ça devient une référence. Et à ce moment-là, dans le dictionnaire, vous le précise. Guerre minuscule, sauf la Grande Guerre, 2G majuscule, la Seconde Guerre mondiale, qu'on espère seconde, hein, avec 2G majuscule. Par contre, la guerre de 100 ans, la guerre de 6 jours, la guerre de tout ce que vous voulez, les millions de guerres depuis Cro-Magnon, c'est des minuscules. Pour intifada, aujourd'hui, on a 2 intifadas. On reconnaît à ce jour, donc dans les textes historiques, la première intifada de 1987 à 1993, donc si vous vous rappelez, révolte populaire, on l'a appelée la guerre des pierres, et la deuxième intifada de 2000 à 2004. Et elles sont devenues, ces intifadas, des intifadas palestiniennes dans la bande de Gaza. Maintenant, c'est comme la Shoah, c'est un drame particulier. Cette intifada, c'est ce drame particulier. Et alors, l'intifada de l'unité, la 3e intifada avec une majuscule. Et c'est là où on passe à ma proposition. Est-ce qu'on peut tous permettre? Ben oui. Je vous lis d'abord le texte. La 3e intifada, majuscule de l'auteur.
lancée depuis le quartier de Sheikh Jarrah et la mosquée Al-Aqsa, amplifiée par les Palestiniens en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, soutenue par toutes les factions palestiniennes, a eu un impact puissant. Bien que rien ne semble avoir changé sur le terrain, elle a eu pour effet de mettre en lumière l'unité du peuple palestinien et sa détermination inébranlable. Inébranlable, c'est aussi le semoud. L'étincelle a été la nouvelle génération dotée d'une grande conscience politique. Donc, cet auteur, il parle de cette troisième intifada qui est en plus à l'origine de ce livre. Donc, mon commentaire. Cette intifada n'est pas encore officiellement reconnue comme la troisième intifada majuscule ou intifada de l'unité majuscule, si ce n'est par les Palestiniens. Moi, je vous propose de leur donner raison, parce qu'après tout ce que je viens de lire et relire, j'en avais plein la figure, le cœur, et de leur accorder la majuscule. Et je me permets de mettre un petit sourire, mais pareil, c'est pas moi. Cédric, Ramzi, si vous avez compris. Mais je leur explique, c'est argumenté. Vous faites comme vous voulez. Officiellement, non. Mais en fait, c'est Awad Abdel Fattah qui a le droit de dire que c'est la troisième intifada. C'est lui qui écrit ce texte. Ce n'est pas un texte historique, c'est le texte de Awad. Et donc, ça a été validé, bien sûr. Alors, d'autres choix se reportent aux règles typographiques parues au journal officiel ou dans l'ouvrage présenté par Marie Nico à quelques instants. On va parler de sujets peut-être juste un petit peu plus légers avant de conclure, comme l'écriture des siècles. Comment on écrit les siècles dans les textes? Alors vous pouvez le retrouver page 308 dans le texte des guerres sans effusion de sang de l'artiste, chanteuse et comédienne palestinienne Rim Talami. Et depuis tout à l'heure, vous découvrez aussi le style des notes qui évolue lorsque Marie s'adresse à l'éditeur. Les notes évoluent d'un style très professionnel au tout début, à un peu distant, à celui toujours aussi professionnel certes, mais avec un style devenu beaucoup plus complice. Cette évolution montre aussi le temps de travail en commun. Combien de temps a duré ce travail? Alors de nouveau, la lectrice-correctrice, chiante. Donc déjà, juste le début de ce texte, et puis vous verrez, j'ai fait d'autres corrections. Et après, je vous raconte l'histoire des siècles. Donc, je suis née, et eux. Évidemment, c'est Rehem Talami, une chanteuse génialissime. Donc, je suis née et j'ai grandi à Shafa Arm, dans le nord de la Palestine. Les racines de ma famille, Al-Bandak, de la branche Al-Anatera, remontent au XIVe siècle. Au début, 14 est écrit en chiffres arabes. Oui, ça s'appelle comme ça. Donc, de la ville de Bethléem. Je suis l'aînée de 4 filles. J'ai grandi dans une ville multiconfessionnelle et n'ai reçu aucune éducation musicale officielle en dehors des classes primaires. Et donc, la traduction de l'anglais, c'est classe primaire et préparatoire. Or, moi, je comprends qu'après le bac, l'équivalent du bac, elle rentre à l'école de musique. Donc, elle n'est pas allée à ce que nous, on appelle classe préparatoire. En fait, ça voulait dire classe secondaire. De nouveau, lectrice-correctrice, ça n'est pas que l'orthographe. Donc, je propose classe primaire et secondaire, ou dans ces classes-là, à l'école, où mes professeurs prêtèrent attention à ma voix et à mes capacités d'interprétation. Alors, de nouveau plus dur au niveau du texte. Je fréquentais des écoles publiques gérées par le ministère israélien de l'Éducation, puisqu'en fait, elle habite en Israël. Gérée par le ministère israélien de l'Éducation et soumise au programme de l'État. J'ai participé à toutes les activités scolaires habituelles, chorale, dapké et scoutisme. Notre directeur et nos enseignants étaient sous la surveillance constante d'inspecteurs, également connus pour être les garants de l'application de la loi d'Israël, etc. C'est-à-dire que même dans une école palestinienne, dans Israël, ils sont soumis à la loi israélienne et donc à toutes les règles d'éducation. Donc, vous voyez, en français, quand on dit est-ce qu'on met ça au programme ou pas au programme, eh bien, en fait, eux, leur programme est soumis au programme israélien. Donc déjà, nous, on a déjà beaucoup d'histoires qu'on a entendues sur nos programmes. Alors là, voilà, le drame pour ces enfants palestiniens et ces familles palestiniennes qui habitent dans le territoire aujourd'hui appelé Israël. Mais sinon, l'histoire des siècles. Donc, le 14 en chiffres arabes, c'est pas comme ça qu'on écrit. Donc vous verrez très souvent écrit 14 en chiffres romains, mais majuscules. En fait, ça s'écrit 14 en chiffres romains, mais en petites majuscules. Alors pourquoi on chipote? Parce qu'en fait, c'est tout simplement toujours votre œil qui va faire de la lecture globale. Il y a des majuscules, on freine. On va attaquer une autre phrase ou je ne sais quoi. Alors que là, il y a des minuscules, la phrase continue. Ou 14e siècle, c'est toute la même hauteur de texte et on continue, on ne s'arrête pas à ce 14. Donc, voilà maintenant, alors j'ai commencé avec Cédric, on commençait à être... Quand je dis relativement proche, façon de parler, il habite en Bretagne. Hein. Non, mais je rassure, mon mari, là-bas où
mais je commençais à me permettre. Et là, ça m'a fait rigoler. Donc, Cédric, je le vous vois encore. Maintenant, ça y est, on se tutoie. Je le vous vois encore. Je vous propose les siècles en chiffres romains et petites majuscules, car j'adore. C'est vrai, moi, j'aime beaucoup. Alors, d'une part, c'est la graphie recommandée. Et d'autre part, je pense que pour ceux qui s'intéressent aux siècles, c'est une occasion d'apprendre les chiffres romains. Parce que les chiffres romains les siècles se mettent en chiffres romains. Pour les autres, que ce soit les 9e, 14e ou 17e, cela ne leur parle pas plus que les arrondissements parisiens pour moi. Donc s'ils ne savent pas les lire, cela ne change pas grand-chose. Petit sourire. Mais c'est votre choix qui prime, bien évidemment. Donc pareil, on peut quand même aussi se permettre. De toute façon, c'est lui qui décide. Bon, il m'a renvoyé un mail quand même en disant « j'hésite, les chiffres romains, j'hésite ». Et puis, c'est comme vous voulez. Mais en fait, le lecteur-correcteur aussi, ça c'est peut-être important avant de dire combien de temps j'y ai passé. En français, il y a 100 000 mots français et il y en a 60 000 que l'on utilise au quotidien. Or, si vous réfléchissez à vos années de primaire, et vous verrez qu'avec votre institutrice, et puis même en secondaire, les quelques années de collège avec votre prof de français, vous n'avez pas vu les 60 000 mots. Ce n'est pas la peine d'essayer. En fait, vous les avez appris quand ? Autour de vous, dans vos lectures, dans les affiches. Et même si vous n'aviez jamais vu le mot crevette en classe, vous l'avez vu accroché à Super U, crevette en solde. Et si vous le voyez avec un K, si vous voyez, crevette en solde, si vous voyez crevette avec un K et solde avec SAU, en fait, vous allez les imprimer comme ça. Donc, en fait, bien écrire et vous proposer des mots bien écrits, c'est pas du tout pour vous sanctionner, c'est juste pour vous apprendre la langue française et les mots tels qu'ils sont. Parce que tout à l'heure, on parlait de mots M-O-T-S et mots M-A-U-X, c'est deux choses totalement différentes. Et vous avez vu depuis le début qu'on peut faire dire des choses complètement différentes avec une graphie différente. Pareil, dernier exemple aussi, sur la ponctuation, c'est typique. Allez, mangeons les enfants. Moi, je vais le dire là maintenant. Allez, mangeons les enfants. Quand je le dis, c'est totalement évident. Par contre, si on l'écrit et qu'on ne met pas la ponctuation, c'est allez, mangeons les enfants. Voilà, ça c'est en formation. Quand on vous dit c'est quoi la ponctuation, c'est hyper important. On vous donne cet exemple. Voilà. Et en fait, c'est l'écrit. L'écrit, c'est que des petits chiffres, des petits signes. Et ces chiffres et ces signes, ils doivent retransmettre ce que vous pensez, ce que vous dites, avec le ton que vous mettez, avec un point d'exclamation, avec un point d'interrogation. Et c'est pour ça que c'est important et qu'on s'accroche à ce genre de choses. Alors après, moi, je chipote avec 14e, parce que je trouve que c'est joli et que ça peut apprendre à certains. Et puis, sinon, c'est pas grave. De toute façon, que sa famille soit du 14e, du 17e, vous êtes bien d'accord avec moi que ça ne changera pas grand-chose. Et donc, le temps que j'ai passé, je recevais les textes les uns après les autres. Et donc, j'ai fait un petit mi-temps sur 3 mois. Voilà. J'ai passé quand même pas mal de temps. Ce qui nous a pris le plus de temps, c'est nos échanges après sur des petits points genre Soumoud, où on avait 20 échanges de mails à 4. Et là, ça nous prenait énormément de temps. Voilà. Et je vous remercie vraiment. À la fois pour moi quand même, et surtout pour ce livre qui me tient à cœur. Et si j'ai pu vous faire passer le message de ces 30 Palestiniens génialissimes et qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on voit dans les informations, je pense que je n'ai pas tout raté. Voilà. Marie-Nico, merci pour vos réponses. Et je tiens à remercier aussi à la médiathèque Confluence pour le prêt de cette salle. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre, et tout particulièrement à Anne à la technique. Merci aussi à Nathan pour le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie, que celle-ci vous pourrez retrouver sur notre site internet un.trait.fr. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter via notre site internet pour être informé des prochaines rencontres. Merci et à bientôt.